J'ai parcouru 1400 kilomètres à travers une nuit de pluie, transportant le vieux voile de mariée de ma mère pour le donner à ma fille la veille de son mariage. La porte s'est ouverte à la volée. Rachel s'est penchée sur le côté pour m'éviter, comme on esquive un vendeur au porte-à-porte. Maman, je ne savais pas que tu venais. Derrière elle, Cédric, le fiancé de ma fille, affichait un sourire narquois. 58 000 €, c'est ce qui vous achète une place sur la liste, Madame Lambert. J'ai souri, déverrouillé mon téléphone et je suis partie. Un instant plus tard, 41 appels et 12 textos menaçants ont déferlé. Je m'appelle Evelyne Lambert, j'ai 72 ans, née et élevée dans la banlieue de Lyon. J'ai été habituée aux longues routes et aux longs voyages depuis ma jeunesse. Mais le trajet de cette nuit-là, près de 1400 kilomètres d'une traite, était différent. Je ne conduisais pas pour des vacances ou pour trouver un endroit où me reposer. Je conduisais avec le cœur d'une mère pour mon unique enfant, Rachel. Le voile de mariée que j'apportais n'avait rien d'extraordinaire. Il était devenu ivoire après des décennies passées dans une boîte en bois. Mais pour moi, c'était un symbole d'amour et de persévérance. Le jour de mon mariage avec le père de Rachel, ma mère m'avait donné ce voile en disant « Le véritable amour n'est pas dans les paillettes. Il est dans le choix de rester et de se sacrifier. » Lorsque mon mariage s'est effondré, le voile est resté. Un témoin silencieux des années où j'ai élevé mon enfant seul. Et maintenant, je voulais le placer dans les mains de Rachel comme ma mère l'avait placé dans les miennes. Mais quand la porte s'est ouverte, au lieu d'une étreinte chaleureuse, j'ai reçu le regard distant de ma propre fille. Elle s'est reculée, glissant hors de mes bras comme on esquive un invité non désiré. J'ai pu sentir mon cœur se briser en 100 morceaux. J'ai essayé de sourire, j'ai essayé de croire qu'elle était simplement déconcertée par la surprise. Puis la voix de Cédric est venue de derrière elle, sirupeuse avec ce sourire pincé auquel je n'avais jamais fait confiance. 58 000 €, c'est ce qui vous achète une place sur la liste, Madame Lambert. Je me souviens de chaque mot. Ils sont tombés comme du plomb, rendant ce porche illuminé glacial. Je suis restée figée. Rachel a baissé la tête, ses doigts tripotant le bord de son peignoir en soie rose. Aucune protestation, aucun regard pour protéger sa mère de l'impolitesse de son fiancé. J'avais un jour espéré que Cédric serait une épaule solide pour ma fille. Mais tout ce que j'ai vu alors, c'était une calculatrice, quelqu'un qui évaluait les gens en euros. Pire encore, Rachel, l'enfant qui sanglotait dans mes bras quand elle avait perdu son chiot à 10 ans, est restée silencieuse pendant que je me faisais insulter sur son seuil. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas plaidé. Je me suis retournée, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai appelé la banque. La voix égale du conseiller m'a demandé une raison. J'ai répondu, court et clair. Fraude. Fraude familiale. En quelques minutes, les 58 000 € ont été gelés. Je suis descendue du Porsche, ma valise cliquetant sur le chemin de briques. Chaque pas était comme un couteau, mais je me sentais étrangement calme. En glissant dans la voiture, j'ai vérifié le rétroviseur. Rachel se tenait toujours là comme une statue, tandis que Cédric fronçait les sourcils, son téléphone vibrant sans arrêt dans sa main. J'ai démarré le moteur et je suis partie au son du tambour de la pluie sur le pare-brise. J'ai roulé sans but précis pendant un long moment, laissant le paysage nocturne défiler, les lumières de la ville se transformant en traînées floues à travers mes larmes silencieuses. La douleur était si vive, si physique, que j'avais l'impression qu'un poids écrasant s'était installé sur ma poitrine, rendant chaque respiration difficile. Ce n'était pas seulement la grossièreté de Cédric, c'était le silence de Rachel. Ce silence était un abîme entre nous, un gouffre creusé par des années de concessions que j'avais faites, pensant que c'était de l'amour. Je me suis remémoré son enfance, les nuits passées à son chevet quand elle était malade, les sacrifices financiers pour qu'elle ne manque de rien, les encouragements constants pour qu'elle poursuive ses rêves. Avait-elle tout oublié? Ou pire, est-ce que tout cela n'avait jamais vraiment compté à ses yeux? J'ai fini par trouver un hôtel, l'hôtel Continental, un établissement élégant qui semblait être à un monde de distance de la froideur que je venais de subir. La façade illuminée promettait un refuge, un anonymat bienvenu. Je sentais le besoin de me retrouver, de rassembler les morceaux de mon cœur brisé dans un lieu neutre, loin du drame qui se jouait. Quand je suis arrivée à l'hôtel, il était près de 7 heures du matin. J'ai longtemps été habituée à gérer les choses seule, mais je ne m'attendais pas, à mon âge, à devoir encore apprendre une nouvelle leçon. La bonté inconditionnelle peut vous transformer en un portefeuille sur pattes aux yeux de certaines personnes. Le réceptionniste m'a souri chaleureusement, m'a appelé Madame Lambert, et m'a remis la clé d'une suite avec vue sur le jardin. Ce respect, même si je l'avais payé, m'a réchauffé bien plus que les paroles de mon propre enfant. Maman, je ne savais pas que tu venais. J'ai posé ma valise, je me suis effondrée sur le canapé et j'ai sorti mon téléphone. Les appels manqués remplissaient l'écran.
Rachel, Cédric, des numéros inconnus. Je les ai laissés être. Je n'ai pas décroché. Je voulais qu'ils ressentent pour une fois ce que c'est que d'être laissé sans rien à quoi se raccrocher, comme je l'avais été pendant des décennies. Quand mon mari est parti, quand j'ai dû être à la fois mère et père, quand j'ai enchaîné les doubles journées et que personne ne m'a demandé comment j'allais. Au 15e appel, j'ai coupé la sonnerie et l'ai laissé en mode vibreur. 1 heure, 2, 3. Quand j'ai vérifié, il y avait 41 appels manqués. Les textos s'accumulaient. D'abord suppliants, puis en colère, puis menaçants. Un de Rachel. Maman, ça doit être une erreur de la banque. S'il te plaît, appelle-moi. Un autre de Cédric. Evelyne, à quel jeu pensez-vous jouer? Nous avons des centaines d'invités. Réglez ça maintenant. Puis celui-ci. Écoutez, la vieille. Si vous ne débloquez pas les fonds, vous le regretterez. Rachel pleure depuis toute la journée. C'est ça que vous voulez? Je les ai tous lus, je les ai sauvegardés, j'ai fait des captures d'écran et je les ai déposés dans un dossier séparé. Je l'ai nommé C58. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie forte. Au lieu de me recroqueviller pour m'excuser, j'ai choisi le silence et je les ai laissés goûter à la perte de contrôle. Je me suis levée, j'ai tiré les rideaux et j'ai regardé le jardin d'un vert profond en ce début de dimanche. Une pensée m'a traversé l'esprit. Peut-être que j'ai créé une Rachel différente. Une Rachel qui voit le sacrifice comme un dû et l'argent de sa mère comme un droit, pas comme de l'amour. La pensée m'a fait si mal que ma poitrine s'est serrée. Mais en même temps, une petite flamme s'est allumée. Si je n'arrête pas ça maintenant, je perdrai Rachel pour de bon. Pas à Cédric, mais à ma propre indulgence. J'ai versé une petite boisson du minibar et j'ai bu à petites gorgées. C'était amer, mais ça passait facilement. Le téléphone continuait de vibrer. Je n'ai toujours pas répondu. Dans ma tête, je voyais le voile de mariée posé dans la valise. Ce cadeau n'avait pas encore été donné, et peut-être que le destin disait que je ne devais pas le donner à ma fille dans ces circonstances. Vers midi, j'ai décidé d'appeler Charlotte Royer, mon avocate de longue date. Charlotte m'avait aidée il y a 10 ans dans une affaire de fraude à l'investissement où j'avais failli perdre la seule maison qui me restait. Je lui faisais confiance. Après avoir résumé ce qui s'était passé, Charlotte est restée silencieuse un moment, puis a demandé « Evelyne, êtes-vous sûre de vouloir aller jusqu'au bout? Parce qu'une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. » J'ai pris une longue inspiration et j'ai regardé le soleil scintiller sur le jardin. J'ai dit « Charlotte, j'ai été une bonne mère pendant trop longtemps. Maintenant, je dois être une femme lucide. » Ce jour-là, je n'ai dormi qu'1 heure. Dans cette courte sieste, j'ai rêvé de Rachel, à 12 ans, pleurant à cause d'une mauvaise note en maths. J'essuyais ses larmes, la serrais dans mes bras et lui disais « Ce n'est pas grave, ma chérie. Je suis là. » Le rêve s'est estompé et le présent a fait irruption. Maintenant, c'était elle qui me faisait pleurer, et il n'y avait pas de « je suis là » venant d'elle pour moi. Je me suis redressée d'un coup, portant à la fois une profonde tristesse et une nouvelle force. Je savais que les jours suivants ne seraient pas paisibles, mais cette fois, j'étais prête. M'adossant au fauteuil rembourré de l'hôtel, j'ai fermé les yeux, et dans ce calme, le passé a déferlé comme une tempête. Toutes les années de mère célibataire sont revenues si clairement que je pouvais presque entendre la sirène de l'usine, sentir l'odeur de l'huile de machine sur mon uniforme, et entendre la petite Rachel rire dans notre location exiguë. Mon mari, Marc, est parti quand Rachel avait 8 ans. Par un matin glacial de février, il a laissé une note pliée sur la table de la cuisine, griffonnée « J'ai besoin de liberté. Tu es forte. Tu t'en sortiras. Prends soin de notre fille pour moi. » C'était tout. Pas d'appel pour expliquer. Pas d'adieu à une petite fille qui sentait encore le savon pour enfant. Je me suis effondrée sur le sol de la cuisine ce jour-là, sanglotant jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Mais quand Rachel a jeté un coup d'œil dans son pyjama rose à chat et s'est frotté les yeux, demandant « Maman, où est papa ?» J'ai essuyé mes larmes rapidement, j'ai ravalé mes tremblements et j'ai souri. Il est parti pour un long voyage de travail, mais je suis là avec toi. J'ai choisi de porter la vérité seule. À partir de ce moment, j'ai travaillé le jour à l'épicerie du coin, et la nuit je nettoyais des bureaux jusqu'à tard. Je me souviens de ces vieilles chaussures aux semelles usées, chaque pas sur le gravier. Certains soirs, j'ouvrais la porte de l'appartement et j'entendais Rachel murmurer « Maman, je suis encore réveillée. » Je posais un sac de fast-food bon marché, la serrais fort dans mes bras, l'odeur de graisse dans mes cheveux se mêlant à son savon de bébé. Notre location au 3e étage avait des murs si fins qu'on pouvait entendre les voisins se disputer, mais pour moi et Rachel, c'était un petit monde plein d'amour. J'accrochais ses dessins d'école au mur, notre propre petite galerie. Chaque feuille froissée,
gondolée par la colle, était un badge que je montrais à quiconque voulait bien l'écouter. Je n'étais pas toujours forte. De nombreuses nuits, après que Rachel se soit endormie, je m'asseyais près de la fenêtre avec une pile de factures, la lumière du lampadaire filtrant à travers les vieux rideaux, et je me demandais combien de temps je pourrais tenir. Mais le lendemain matin, quand Rachel courait pour me serrer dans ses bras, les cheveux en désordre, les fossettes apparaissant, je trouvais plus de force. Un souvenir se détache de ces années de collège. Lors d'une réunion parents-professeurs, l'enseignante a dit que Rachel était brillante et vive, mais qu'elle cachait ses sentiments. Je savais pourquoi elle ne voulait pas me rendre triste en parlant de son père. Sur le chemin du retour, j'ai acheté un petit gâteau à la boulangerie du coin. Nous avons allumé une bougie et chanté sans occasion particulière. Les yeux de Rachel se sont remplis de larmes et elle a murmuré « Maman, tu es mon héroïne ». J'ai mordu ma lèvre pour ne pas pleurer et j'ai dit « Non, ma chérie, c'est grâce à toi que je peux être une héroïne ». J'ai tout fait pour qu'elle ne se sente pas inférieure. J'ai acheté sa robe de bal avec 2 mois de travail supplémentaire pour qu'elle ne se sente pas déplacée. J'ai économisé sou par sou et vendu ma vieille alliance pour payer ses frais de scolarité à l'université. Je me souviens de son étreinte écrasante quand la lettre d'acceptation est arrivée. « Maman, on a réussi. » À ce moment-là, chaque épreuve semblait en valoir la peine. Mais cet amour inconditionnel a planté une graine d'attente. Je n'ai pas remarqué quand Rachel a commencé à supposer que je réparais toujours les choses. À court d'argent pour son premier loyer, j'ai fait un chèque. Sa vieille voiture est tombée en panne, j'ai vidé le fonds d'urgence. Je me suis dit, juste cette fois. Une fois est devenue toujours. Ma plus grande peur pendant toutes ces années était que Rachel pense que l'amour équivaut à un don sans fin. Je lui ai appris qu'elle pouvait s'appuyer sur moi, mais j'ai oublié de lui apprendre qu'elle devait aussi se tenir sur ses propres 2 pieds. Et maintenant, debout à côté de Cédric sur ce seuil, les yeux indifférents, j'ai vu le coup des années de dons excessifs. Cédric n'était pas le premier à instiller du venin dans son oreille. À l'université, un petit ami lui avait dit un jour « Ta mère est trop contrôlante ». Ce soir-là, Rachel m'a crié dessus pour la première fois « Tu ne me laisses jamais être libre ». J'ai pleuré tranquillement dans ma chambre, pensant que j'avais échoué. Quelques mois plus tard, elle a rompu avec lui et est revenue s'excuser, et j'ai pensé que tout allait bien. Je n'ai pas vu venir Cédric, plus froid, plus patient, plus calculateur. Quand elle a présenté Cédric, il était poli, suave, lui tenant la main comme s'il ne la lâcherait jamais. J'ai souri, j'ai donné ma bénédiction, je l'ai laissé entrer chez moi. Puis les fissures sont apparues. Moins d'appels, des appels qui ne venaient que pour demander des choses. Un jour, elle a dit platement « Maman, Cédric dit que je dois être plus indépendante et ne pas trop compter sur toi. » Cela m'a poignardée parce que l'indépendance est exactement ce que j'avais passé des années à planter en elle. Mais Cédric a retourné les mots, me présentant comme un fardeau, un obstacle. Ce soir, assise seule à l'hôtel, j'ai vraiment compris. Pendant des années, j'avais été le pilier, mais j'avais oublié la clôture. J'ai trop donné et je ne lui ai jamais appris que l'amour d'une mère mérite aussi le respect. Rachel avait oublié qui j'étais, non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que je ne lui ai jamais appris que même l'amour d'une mère doit être honoré. J'ai serré mon verre, sentant des vagues de souvenirs déferler dans ma poitrine. Je me suis souvenu des longues journées de travail, des mains enflées à force de laver des piles de vaisselle, des fiches de paie fines comme des feuilles que je pliais et glissais sous le matelas, priant pour économiser assez pour son éducation. Des nuits d'hiver où je lui donnais la seule couverture et me recroquevillais dans un manteau fin. Et maintenant, après tout cela, mon enfant me regardait comme une étrangère sur son propre porche. Ça faisait mal. Mais au même moment, j'ai réalisé que ces années de mère célibataire avaient forgé quelque chose que Rachel et Cédric n'avaient jamais prévu. L'endurance et la résolution. J'avais survécu des années en portant le ciel seul. Je ne tomberai pas pour une insulte ou une réplique suffisante. Quand j'ai posé le verre de vin, ma main tremblait, mais mes yeux étaient plus clairs que jamais. Je savais que pour arracher Rachel des bras de Cédric, il me fallait plus que de l'amour. J'avais besoin de la sagesse et de la ténacité que toutes ces années de mère célibataire avaient forgé en moi. Dans la luxueuse chambre d'hôtel, j'ai réécouté mon rythme cardiaque. Lent mais régulier. J'ai repensé à tout, non pas pour me plaindre, mais pour me rappeler que j'ai surmonté tant de tempêtes, et que je surmonterai celle-ci. Si ces années ne m'ont pas brisé, alors un Cédric ne le fera certainement pas. Cédric a commencé très habilement, et c'est exactement ce qui m'a mise mal à l'aise. Il ne s'est jamais ouvertement disputé avec moi, n'a jamais élevé la voix. Tout venait enveloppé dans des suggestions douces, si lisses que les étrangers auraient pu prendre cela pour de l'attention. Je me souviens de la soirée où Rachel portait une robe vert pâle pour dîner chez moi. Elle adorait cette couleur depuis qu'elle était petite, car elle lui rappelait le jardin où elle jouait avec moi.
Cédric l'a regardé et a souri. Tu es magnifique, mais cette couleur est un peu fade. La prochaine fois, essaie le rouge. Tu auras l'air plus éclatante et tu te démarqueras davantage. Cela ressemblait à un compliment, mais j'ai vu Rachel marquer une pause et le regarder comme si elle attendait son approbation. Puis il y a eu la question des amis. Rachel avait toujours été extravertie, avec un groupe soudé de l'université qui se réunissait souvent. Une fois, alors que nous discutions, Cédric s'est penché et a murmuré « Je pense que quelques personnes dans ce groupe ne sont pas bonnes pour toi. Elles sont un peu puériles et ne correspondent pas à la direction que tu prends maintenant. » J'ai vu Rachel se figer, puis hocher la tête. Peu de temps après, ces noms familiers ont disparu de ses conversations. Quand j'ai demandé, elle a juste souri. « Je suis trop occupée, maman. » Même ses appels à moi n'ont pas été épargnés. Lors d'un dîner, il a dit lentement « Tu devrais te concentrer davantage sur nous. Appelle-moi ta mère, sinon tu seras accaparée. » Rachel a seulement souri, mais je l'ai vu ranger son téléphone, embarrassée. Après cela, les appels sont devenus moins fréquents et plus courts, se réduisant à quelques phrases polies. « Comment vas-tu, maman ? Je suis occupée. On se parle plus tard. » Je raccrochais à chaque fois avec un vide dans la poitrine. Je me disais de ne pas être trop sensible. Une fille a besoin de sa propre vie. Je me le répétais depuis des années. Peut-être que je surréagissais. Mais chaque fois que j'essayais de penser positivement, un nouveau détail me blessait. Quand nous avons discuté des préparatifs du mariage, j'ai proposé mon aide et suggéré quelques touches familiales. Cédric a esquissé un mince sourire. Nous avons déjà une équipe qui s'en occupe. Repose-toi. Pas besoin de compliquer les choses. Son ton était égal, pas dur, mais final. Rachel était assise à côté de lui, les lèvres pincées, n'offrant aucune résistance. J'ai dégluti difficilement et j'ai forcé un sourire. D'accord, je vous fais confiance. À l'intérieur, je me sentais repoussée en marge, comme une invitée non désirée. Une fois, Rachel a appelé, excitée. « Maman, nous avons décidé d'un petit mariage raffiné, juste la famille la plus proche. » J'étais heureuse, pensant qu'au moins elle voulait quelque chose de chaleureux et d'intime. Mais quelques semaines plus tard, j'ai entendu parler d'une liste d'invités longue d'1 kilomètre. Les collègues de Cédric, des amis de partout, des parents des deux côtés. J'ai cherché dans ma mémoire et je ne me suis pas trouvée sur cette liste. Petit et raffiné, n'avait été que des mots. Ce qui avait disparu, c'était moi. Lors d'un des rares dîners auxquels j'ai été invitée, Cédric a levé son verre, souriant suavement. « Il n'y a vraiment pas besoin que tu t'inquiètes. Signe simplement le virement et nous nous occuperons du reste. » Les mots ont glissé, lisses et clairs, sans une once de honte. Rachel a baissé les yeux, serrant l'ourlet de sa robe. J'ai esquissé un sourire social et j'ai fait comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je suis devenue glaciale comme si j'étais entrée dans un congélateur. La maternité réduite à un chiffre, une vie d'amour résumée à un virement bancaire. Cette nuit-là, de retour à la maison, je n'ai pas pu dormir. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connectée à la banque et j'ai examiné chaque transaction. J'ai sauvegardé chaque reçu et chaque email de confirmation dans un nouveau dossier. Je l'ai nommé C58. Cédric, 58 000 €. Voir ce nom m'a piqué les yeux. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une vie de patience et de confiance, maintenant étiquetée par 3 courts caractères. À partir de ce jour, j'ai pris une nouvelle habitude. Je tenais un journal, mais pas du genre habituel. J'enregistrais chaque petit changement chez Rachel. Comment elle appelait moins. Comment elle esquivait les questions simples. Comment elle répétait les phrases préférées de Cédric. Ce n'est pas nécessaire. Sois plus indépendante. N'interfère pas, j'ai noté les dates et les circonstances avec soin. En tenant le stylo, je ne pensais pas être en train de monter un dossier contre qui que ce soit. Je voulais juste une trace du changement. Je craignais qu'un jour, lorsque Rachel me serait complètement inconnue, j'ai besoin de ces pages pour me rappeler que ma fille était autrefois différente, qu'elle m'aimait vraiment. Mais au fond de moi, je sentais que ces lignes serviraient un autre but, une preuve, une protection. Je n'avais aucune idée que je me préparais tranquillement pour le jour où j'en aurais besoin. Jamais je n'aurais imaginé qu'un simple tapotement sur l'écran d'un téléphone pourrait altérer un lien de sang. Mais ce matin-là, assise dans la voiture sous une bruine constante, j'ai fait exactement cela. J'ai ouvert l'application bancaire, j'ai fait défiler jusqu'au virement de 58 000 € d'il y a 2 semaines, ma main tremblante mais ferme, et j'ai appuyé sur « Geler le virement ». L'écran s'est allumé, demande réussie. Mon cœur battait la chamade comme si j'avais sprinté. Le soulagement et l'amertume sont montés en même temps. À ce moment-là,
Je savais que je n'étais plus la mère qui ne faisait que s'incliner et accepter. J'avais tracé une ligne claire entre l'amour et l'exploitation. J'ai posé le téléphone sur le siège, j'ai démarré le moteur et j'ai laissé la pluie taper un rythme sur le toit. La route devant moi était floue, mais à l'intérieur, je me sentais plus lucide que jamais. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en contrôle. À peine 15 minutes plus tard, le téléphone a vibré fort. Rachel. Je n'ai pas décroché. 1 minute plus tard. Cédric. Je l'ai laissé sonner. 5 minutes de plus. Un numéro inconnu. J'ai ri, imaginant Cédric faisant les 100 pas et essayant tous les téléphones qu'il pouvait pour me joindre. Toute ma vie, j'avais été celle qui répondait à la seconde où Rachel appelait. Maintenant, je choisissais le silence. Le téléphone continuait de vibrer, la sonnerie tranchant à travers la voiture. J'ai coupé le son et l'ai laissé en mode vibreur, mais le siège tremblait encore comme un rappel. Quelqu'un se démène pour te trouver. J'ai appuyé sur l'accélérateur et me suis dirigé vers le Continental, l'hôtel que j'avais réservé. En m'enregistrant, le téléphone a vibré pour la 13e fois. Le jeune réceptionniste a souri et a dit doucement « Profitez de votre séjour, Madame Lambert ». J'ai hoché la tête, ressentant quelque chose d'étrange. Ici, les gens m'appelaient par mon nom et me traitaient avec respect, alors que ma propre fille m'avait traité comme un distributeur de billets. J'ai ouvert la porte de la suite spacieuse, j'ai laissé tomber ma valise sur la moquette et je me suis assise sur le canapé. L'écran du téléphone brillait de rouge avec les appels manqués. J'ai compté lentement. À la fin de la journée, le nombre s'est arrêté à 41. Il y avait aussi 12 textos, dont le ton changeait à chaque vague de panique. Le premier de Rachel, court, « Maman, ça doit être une erreur. S'il te plaît, appelle-moi. » Le deuxième, aussi d'elle. « Maman, je dois te parler. Tout de suite. Il y a un problème avec le compte. » Au troisième, Cédric est intervenu. « Evelyne, quel tour de passe-passe essayez-vous de faire? Rappelez maintenant. » Ils sont devenus plus durs au fur et à mesure. « Maman, je t'en supplie. Ne me fais pas ça. Evelyne, arrêtez d'être puérile. Savez-vous combien de personnes comptent sur aujourd'hui? » Et enfin, le plus glaçant. « La vieille, si vous ne débloquez pas l'argent dans 2 heures, vous le regretterez. Rachel pleure à cause de vous. C'est ça que vous voulez? » J'ai lu chaque mot, j'ai fait des captures d'écran et je les ai déposées dans le dossier C58 sur mon ordinateur. Ma poitrine était glaciale, mais ma résolution était solide. Pendant des années, j'avais été celle qui arrangeait les choses, celle qui s'inquiétait, celle qui se précipitait pour trouver des solutions. Maintenant, c'était à leur tour de goûter à l'impuissance lorsque les choses leur échappaient. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre de l'hôtel, regardant le jardin qui brillait d'un or chaud. Le vin rouge dans mon verre pétillait, et d'une manière ou d'une autre, il avait un goût plus doux que jamais. Chaque vibration du téléphone sur la table était comme un battement de tambour, annonçant que le vent tournait. J'imaginais Rachel en pleurs, Cédric faisant les 100 pas, les deux habitués à me contrôler, goûtant enfin au fait d'être contrôlés. Une lueur de pitié est apparue, mais je l'ai éteinte. La pitié me ramènerait dans la vieille spirale. J'ai murmuré « Assez, Evelyne. Assez ». Le lendemain matin, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu 7 autres appels manqués. Ce qui a attiré mon attention, c'est le changement de ton. Rachel a laissé un message tremblant. « Maman, je suis désolée. Je ne sais pas ce que Cédric a dit hier. On peut parler ?» Mais 10 minutes plus tard, un texto de Cédric est apparu. « Ne me faites pas croire que vous sabotez délibérément le bonheur de votre fille. Vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. » Je suis restée immobile, les relisant encore et encore. Le contraste entre ces voix montrait clairement qui était vraiment aux commandes. Rachel aimait toujours sa mère, mais Cédric avait transformé cet amour en un outil. Et j'ai réalisé que si je répondais maintenant, tous ces efforts seraient vains. J'ai classé chaque document bancaire, j'ai sauvegardé une copie sur un disque dur externe et je les ai enfermés dans le coffre-fort de la chambre. Je n'étais plus seulement une mère blessée. Je me préparais comme un soldat partant en guerre. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon petit carnet et j'ai commencé à écrire. Date, 41 appels, 12 textos. Les supplications se sont transformées en menaces, l'amour en pression, mais je suis toujours là, silencieuse, écoutant chaque vibration sans bouger. C'est la première fois que je laisse ma fille ressentir mon absence, et je réalise que je ne m'effondre pas. Je suis plus forte que je ne le pensais. Quand j'ai fermé le carnet, ma main était plus stable. Les lumières du jardin se sont estompées, et la nuit a tout recouvert. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est allumé. Le vrai combat avait commencé. Je me suis assoupie,
Et dans le rêve, j'ai vu Rachel, à 12 ans, sanglotant dans mes bras à cause d'une mauvaise note, et j'ai senti ce petit corps trembler. Et maintenant, cette étreinte ne m'appartenait plus. Je savais que je devrais voir Rachel. Après 2 jours enfermés dans l'hôtel, à écouter le téléphone vibrer sans jamais répondre, le cœur d'une mère ne peut pas rester verrouillé éternellement. Je ne voulais pas que ma fille n'entende que la voix de Cédric. Je devais la regarder dans les yeux et lui dire enfin ce que j'avais gardé en moi pendant des années. J'ai posé une condition claire. Si tu veux me voir, viens seule. J'ai insisté sur seule. Rachel est restée silencieuse au téléphone, puis a murmuré « D'accord ». Je savais qu'une partie d'elle voulait encore écouter sa mère, et je me suis accrochée à cette partie comme à un fil dans l'obscurité. L'après-midi suivant, je me suis assise dans le hall du Continental, un vaste espace, des lumières chaudes se déversant sur le carrelage poli, des talons claquants, et des roulettes de valises bourdonnant doucement. J'ai gardé ma respiration régulière, ma main fermée autour de mon petit journal. Pile à l'heure, Rachel est entrée. J'ai reconnu les yeux gonflés, les cils essayant de cacher des nuits de pleurs. Elle portait la robe bleue que je lui avais offerte l'année dernière, celle que j'avais choisie après des semaines d'économie, juste pour la voir sourire. La voir dedans maintenant, mon cœur s'est adouci et s'est serré à la fois. Elle s'est précipitée vers moi et a ouvert les bras. J'ai reculé d'un demi-pas et j'ai levé doucement la main. « Assieds-toi, ma chérie. Nous devons parler comme 2 adultes. » L'air est devenu lourd. Rachel a hésité, puis s'est assise en face de moi. Je l'ai regardée droit dans les yeux, les 4 questions que j'avais forgées pendant 2 jours prêtes dans mon esprit. J'ai demandé « Qui a payé tes frais de scolarité à l'école primaire pour que tu puisses fréquenter une meilleure école que celle de notre quartier ?» Rachel a murmuré « Toi, maman. » J'ai continué « Qui a travaillé 2 emplois pour que tu aies les mêmes livres et vêtements que tes amis ?» Rachel a hoché la tête, les yeux pleins de larmes. « Toi, maman. » Je n'ai pas scié et j'ai poursuivi « Qui a renoncé à la couverture et a eu froid tout l'hiver quand tu avais 13 ans pour que tu puisses dormir au chaud ?» Sa voix s'est brisée, « C'est toi qui l'as fait. » J'ai baissé la voix, lente et régulière. « Qui a vendu sa dernière alliance juste pour payer tes frais de scolarité à l'université ?» Elle n'a plus pu se retenir. Les larmes ont coulé. « C'est toi qui l'as fait. » Je me suis redressée et j'ai laissé le silence s'installer entre nous. Puis j'ai demandé une dernière fois, pas fort, mais assez lourd pour couper profondément. « As-tu besoin d'un reçu pour aimer ta mère, Rachel ?» Ma fille est restée silencieuse. Elle a baissé les yeux, les poings serrés sur l'ourlet de sa robe bleue. Ce silence faisait plus mal que n'importe quel déni. Je pouvais voir que Cédric avait planté tant de calculs en elle que même l'amour était pesé. Je ne voulais pas la laisser s'échapper. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'un de mes comptes d'épargne, je lui ai montré le solde pendant 1 seconde, puis je l'ai refermé. Je ne fais pas étalage d'argent. Je te rappelle ce que pèse la gentillesse. La gentillesse n'est pas à négocier, et elle n'est pas censée être transformée en un chiffre sur un papier. Rachel a expiré. 2 fines lignes de larmes sont tombées. Je savais qu'elle était déchirée, mais je devais aller plus loin. Je lui ai dit, ferme et clair. Il y a des années, ton père a essayé de me faire te quitter parce qu'il voulait une vie plus facile. Il a dit, choisis-moi ou l'enfant, et je t'ai choisi. Penses-tu que ce genre d'amour a besoin d'une facture ? Ses larmes sont tombées plus fort. Mais cette fois, mes yeux étaient secs. J'étais plus lucide que jamais. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai prononcé chaque mot. Je te donne 24 heures. Soit tu me respectes, soit tu respectes l'homme qui veut m'effacer de ta vie. Ne pas décider est aussi une décision. Je me suis levée, j'ai redressé mon manteau et je n'ai pas tendu la main pour essuyer ses larmes comme je le faisais avant. Mon dos était droit. Mes pas étaient fermes. En passant devant la table, je l'ai entendu s'étouffer. « Maman !» Mais je ne me suis pas arrêtée. Je savais qu'il était temps pour Rachel de faire face à son propre choix. Dehors, dans le hall de l'hôtel, le vent de fin d'après-midi m'a frappé le visage, frais mais dégrisant. J'ai pris une longue inspiration et j'ai levé les yeux vers un ciel qui virait à l'ambre. Mon cœur était lourd, mais dans ce poids, il y avait une petite lumière, au moins pour la première fois, j'avais forcé ma fille à penser avec son propre cœur, pas avec le portefeuille de sa mère. Je suis retournée dans ma chambre, le silence soudain assourdissant après la tension de notre conversation. Chaque mot résonnait dans ma tête. Avais-je été trop dure ? Avais-je brisé le dernier fil qui nous reliait ? Mais une autre voix, plus forte, plus sage, me disait que la douceur n'avait mené qu'à cela. Une fille qui ne savait plus distinguer l'amour du calcul. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé le jardin en contrebas. Les dernières lueurs du jour peignaient les feuilles d'or et de pourpre. La beauté tranquille de la scène contrastait violemment avec la tempête qui faisait rage en moi, et probablement en Rachel.
Je lui avais donné un ultimatum, un choix impossible. Mais c'était le choix qu'elle devait faire. Pour elle-même. Je n'ai pas pu dormir après cette rencontre dans le hall. Tout ce que j'avais dit à Rachel rejouait dans ma tête, aussi clair qu'une horloge qui tic-tac dans une pièce silencieuse. Je me demandais si elle aurait le courage de penser par elle-même, ou si elle retournerait en courant vers Cédric. Vers minuit, on a frappé doucement. Je me suis levée d'un bond, je me suis dirigée vers la porte, le cœur battant la chamade. Quand elle s'est ouverte, Rachel se tenait là, seule. Ses yeux étaient encore gonflés, ses épaules tremblaient sous la lumière du couloir. Je me suis écartée silencieusement, la laissant entrer. Rachel s'est assise sur le canapé, les mains se tordant. Il a fallu un long moment avant qu'elle ne parle. « Maman, je dois être honnête, Cédric. Il est toujours en train de suggérer. » Au début, je pensais que c'était de l'attention, mais ça n'a cessé de croître. Il m'a dit de ne pas porter de robe longue. Il a dit qu'elle me vieillissait. Il m'a dit de moins parler en public. Puis il m'a donné une liste d'amis que je devrais garder à distance parce qu'ils ne correspondent pas à l'image qu'il veut pour moi. J'ai écouté, la poitrine serrée. J'ai demandé, calme mais tranchante. Est-ce de l'amour ou une laisse? Rachel s'est tue. Elle a fixé ses mains, puis a murmuré comme une confession. Je n'entends plus ma propre voix, maman. Souvent, je veux parler, mais j'entends Cédric dans ma tête qui me dit de ne pas le faire, en disant « les gens vont me mépriser ». Je me suis assise à côté d'elle et j'ai posé une main sur son épaule. « Ferme les yeux, Rachel. Imagine le mariage dont tu as vraiment rêvé quand tu étais enfant, pas celui de quelqu'un d'autre, le tien. » Elle a fermé les yeux. Sa respiration s'est ralentie. Puis, comme une enfant sincère, elle a murmuré, petit, confortable, sur une plage avec la famille proche. Je n'ai jamais aimé les grandes fêtes. Je veux juste le bruit des vagues et les rires de mes proches. J'ai laissé cette réponse en suspens dans l'air. Puis j'ai demandé, alors pourquoi est-il tapax en grave-l'œil et bruyant maintenant? Rachel a ouvert les yeux, m'a regardé, puis a baissé la tête. Parce que Cédric dit que ça doit être comme ça. Il dit, plus le mariage est grand, plus ça prouve à quel point nous sommes heureux. Sinon, les gens penseront qu'il n'est pas assez bien pour moi. J'ai serré sa main et j'ai dit fermement, le bonheur n'a pas besoin d'un public. Si tu as besoin d'une centaine d'étrangers pour croire que tu es heureuse, ce n'est pas du bonheur. C'est une performance. Rachel a pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes d'éveil. Elle s'est penchée sur mon épaule et a murmuré, « Maman, je suis si fatiguée. Je n'arrive pas à distinguer ce qui est de l'amour et ce qui est du contrôle. Tout est un désordre. » Je lui ai tapoté le dos et j'ai murmuré. C'est exactement le moment où tu redessines la ligne. L'amour te fait grandir. La manipulation ne fait que resserrer le nœud coulant. Nous avons parlé tard dans la nuit, la pièce éclairée par une douce lampe de chevet. Rachel m'a raconté de petites choses. Comment Cédric avait pris son téléphone et lu tous ses messages. Comment il s'était moqué quand elle voulait inviter quelques amis proches. J'ai écouté et j'ai classé chaque détail, mais je n'ai pas interrompu. J'ai juste demandé, comment t'es-tu senti? Chaque fois, sa voix devenait plus calme et plus vraie. Lentement, j'ai vu son visage se détendre, comme si un masque qu'elle avait porté trop longtemps tombait enfin. Un soupçon de sourire a touché ses lèvres, puis s'est soudainement transformé en un rire. Il était léger et clair, le même que lorsqu'elle était petite, courant dans le jardin dans une robe à fleurs que j'avais maladroitement cousue. Je suis restée immobile, écoutant, à la fois blessée et soulagée. Pendant des années, j'avais pensé que ce rire avait disparu pour toujours. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu le vieux rire de mon enfant. Elle n'est plus une enfant, mais au moins ce rire prouvait qu'une vraie partie de Rachel était encore en vie, une partie que Cédric n'avait pas volée. Quand l'horloge a approché 3 heures du matin, nous nous sommes tus. Rachel a reposé sa tête sur son bras, les yeux lourds, et je me suis assise à côté d'elle, tirant doucement une couverture sur elle. Je savais que ce n'était qu'un premier pas, mais une porte s'était ouverte, et même avec une lueur de lumière, je croyais que je pouvais ramener ma fille à elle-même. La lumière du matin a filtré à travers les rideaux sur le visage de Rachel endormie sur le canapé. Ses paupières étaient gonflées, mais ses traits semblaient plus calmes après notre longue conversation. Je me suis assise à la table avec un café froid, la regardant comme si un clin d'œil pouvait tout faire disparaître. Je savais que la nuit dernière n'était que le début et que la route à venir serait plus difficile. Quand Rachel a ouvert les yeux, son regard était hésitant. Elle a demandé d'une voix rauque, « Maman, si j'annule le mariage, penseras-tu que je suis un échec ?» J'ai posé la tasse et j'ai croisé son regard. L'échec, ce n'est pas de se marier ou de ne pas se marier. L'échec,
c'est de savoir que tu n'es pas heureuse et d'avancer quand même juste pour plaire aux autres. Rachel s'est assise et a pris sa tête dans ses deux mains. Elle tremblait, mais il y avait une nouvelle lumière dans ses yeux. Elle a murmuré, « Je n'aurais jamais pensé oser annuler. J'ai peur, Cédric va exploser. Peur que les gens se moquent. Peur de te décevoir encore. » Je l'ai interrompue. « Ma chérie, j'ai vécu assez longtemps pour savoir que la vie ne peut pas être décidée par le regard de la foule. La seule personne que tu dois affronter est celle dans le miroir. » L'air semblait lourd. Je savais que Rachel luttait contre sa propre peur, mais au moins, pour la première fois, elle l'a dit à voix haute. À midi, son téléphone a sonné. Le nom de Cédric s'est affiché à l'écran. Elle m'a regardée, suppliante. J'ai légèrement hoché la tête. Réponds. Mais cette fois, écoute avec ton cœur, pas avec ta peur. Je me suis assise en face d'elle et j'ai regardé en silence. Rachel a décroché. Allô. Le grognement de Cédric est passé par le haut-parleur. Où es-tu? Pourquoi ton téléphone était-il éteint toute la nuit? Sais-tu combien de répétitions nous avons encore aujourd'hui? Rachel a serré le téléphone plus fort et a pris une profonde inspiration. Je suis avec ma mère. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis Cédric a baissé la voix, suave comme toujours. Je comprends. Tu aimes toujours ta mère, mais ce mariage est le nôtre. Ne laisse pas des étrangers s'en mêler. J'ai vu Rachel pincer les lèvres. Puis soudain, sa voix était claire. Des étrangers? C'est ma mère. Les mots ont tranché. La corde invisible qu'il avait attachée pendant si longtemps. Cédric est resté silencieux quelques secondes, puis a de nouveau haussé la voix. Rachel, calme-toi. Sais-tu combien nous avons dépensé? Si nous annulons maintenant, nous serons la risée de tous. Rachel a tremblé, mais n'a pas raccroché. Elle m'a regardé, les yeux demandant de la force. J'ai fait un petit signe de tête. Et elle l'a dit comme si elle laissait tomber un poids qu'elle avait porté trop longtemps. Si nous devons nous marier pour faire un spectacle pour les gens, je préfère qu'on se moque de moi plutôt que de vivre toute une vie dans un mensonge. Cédric, le mariage s'arrête ici. L'air s'est épaissi. J'ai entendu Cédric crier à l'autre bout du fil. Tu le regretteras. Tu as tout gâché. Rachel a mis fin à l'appel, a posé le téléphone et a halté comme si elle avait couru un marathon. Je l'ai enlacée, sans me retenir cette fois. Je l'ai entendue sangloter, non pas de peur, mais de soulagement. Cet après-midi-là, nous sommes allés ensemble au bureau de l'organisateur d'événements. Les yeux du directeur se sont écarquillés quand Rachel a dit « J'annule le contrat de mariage ». Il a froncé les sourcils et a parlé d'acompte et de pertes. Rachel a serré ma main, sa voix tremblante mais ferme. « Jo t'accepte de perdre la compta. » Je n'accepte pas de me perdre moi-même. J'étais fière jusqu'aux larmes. C'était ma fille, pas la marionnette de Cédric. Nous avons signé les papiers d'annulation. J'ai regardé la signature de Rachel, tremblante mais résolue, et je me suis souvenue quand elle avait appris à écrire son nom en CP. Chancelante mais fière. Aujourd'hui, cette signature n'était pas seulement son nom. C'était une déclaration de liberté. Ce soir-là, en rentrant à l'hôtel, Rachel est restée assise en silence près de la fenêtre pendant des heures. La ville en contrebas brillait toujours de mille feux, les gens se pressant partout. Elle a dit doucement, « Maman, j'ai peur qu'en me réveillant demain, je vacille. J'ai peur que Cédric se présente et que je cède. » Je lui ai tenu la main. « Tu n'es pas seule. Je suis là. Et même si un jour je ne suis plus là, tu as appris ceci, le vrai bonheur n'a pas besoin d'un public. » Rachel s'est tournée vers moi, les yeux rouges mais plus brillants que jamais. Elle a souri un peu, fatiguée et soulagée à la fois. « Maman, merci. C'est peut-être la première fois depuis des années que je me sens vraiment éveillée. » Le lendemain, la nouvelle de l'annulation s'est répandue rapidement parmi les parents et les amis. Le téléphone de Rachel a de nouveau sonné sans arrêt, cette fois avec des chuchotements et des reproches. Quelques amis l'ont grondé, « Tu es folle ?» Tant de gens attendaient le mariage du siècle. Mais Rachel a simplement répondu, « Un mariage, ce n'est pas pour leur plaire. C'est pour vivre le reste de ma vie avec moi-même. » Je suis restée à ses côtés et je ne suis pas intervenue. Je voulais qu'elle se tienne sur ses propres deux pieds, et pour la première fois, je l'ai vue le faire vraiment. Cette nuit-là, alors que nous étions assises dans la chambre, Rachel a sorti de sa valise le voile de mariée que j'avais apporté. Elle a caressé le tissu fin, les yeux brillants. « Maman, je ne pense pas être prête à le porter, mais un jour, quand je trouverai quelqu'un qui me respecte vraiment, je mettrai ce voile. Et quand ce jour viendra, je veux que tu sois là. » J'ai serré sa main, les larmes chaudes sur mon visage. « Ma chérie, c'est le vrai rêve que j'ai toujours eu pour toi. » À ce moment-là,
je savais que je n'avais pas parcouru 1400 kilomètres pour rien. J'avais apporté non seulement un voile, mais un miroir pour que Rachel se voie. Le mariage pouvait être annulé, mais sa vie venait d'être sauvée. La nouvelle de l'annulation s'est répandue plus vite qu'une tempête. Après une seule nuit, les pages de réseaux sociaux de Rachel ont été inondées de chuchotements, de questions, voire de moqueries. Mais ce qui ne m'a pas surprise, c'est la première réaction de Cédric. Il n'allait pas rester silencieux. Quelques heures seulement après que Rachel ait officiellement annulé auprès de l'organisateur, Cédric a publié un long texte sur sa page, commençant avec son ton de victime habituel. Après 3 ans ensemble, je suis dévastée que la femme que j'aime ait annulé le mariage la veille du grand moment. La raison ? L'ingérence égoïste d'une mère qui ne peut pas lâcher prise. En dessous, des centaines de partages, beaucoup de gens sympathisant avec Cédric. Quelqu'un a commenté « Pauvre gars ». Toute cette préparation ruinée parce que la future belle-mère ne connaît pas sa place. J'ai lu chaque mot, la chaleur montant dans ma poitrine. Mais je n'ai pas répondu. Je savais que ce n'était pas le lieu pour une réaction émotionnelle impulsive. Rachel était différente. Elle a parcouru le texte, le visage pâle. « Maman, je ne peux pas supporter ça. Il me fait passer pour une méchante sans cœur. » J'ai posé une main sur son épaule et j'ai dit fermement « C'est à ce moment que tu apprends à laisser la vérité se protéger elle-même. » J'ai gardé toutes les preuves. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau compte social. La photo de profil était une photo de moi dans la chambre d'hôtel, des vêtements soignés, un visage calme. Je n'ai rien choisi de larmoyant ou de colérique. Je voulais que les gens voient une femme de 72 ans, posée, mais inflexible. Ma première publication était courte. Je m'appelle Evelyne. Hier, ma fille a annulé son mariage. Les gens disent que je me suis ingérée et que je l'ai détruit. Voici la véritable histoire. Je montrerai les preuves étape par étape. J'ai joint une photo du reçu de 58 000 €. Une preuve claire que j'ai payé pour le mariage que Cédric appelle maintenant le rêve partagé de 2 jeunes gens. En 1 heure, des centaines de commentaires ont afflué. Les gens n'entendaient plus une seule version. De nombreuses femmes ont écrit « S'il vous plaît, continuez à raconter, nous voulons entendre ». Certains hommes ont admis « Si j'étais son parent, je ne resterais pas silencieux non plus ». Rachel était assise à côté de moi, inquiète et surprise. Elle a demandé doucement « Maman, tu es sûre ? Si tu t'engages là-dedans, tu seras beaucoup attaquée. » J'ai souri. « Ma chérie, j'ai vécu toute une vie en tant que mère célibataire. Quelques commentaires méchants en ligne ne peuvent pas me briser, mais rester silencieuse pourrait te briser toi. » Dans la deuxième publication, j'ai partagé les messages que Cédric m'avait envoyés lorsque l'argent a été gelé. Il a commencé par « Chère Madame Lambert, ce doit être un petit pépin. S'il vous plaît, débloquez-le pour que nous puissions nous détendre. » Puis c'est passé aux menaces. « Si vous ne réglez pas ça dans 2 heures, vous le regretterez. Ne me forcez pas à vous traiter comme une ennemie. » J'ai ajouté une ligne. C'est ainsi qu'un homme parle à la mère de sa fiancée. Cette publication s'est répandue comme une traînée de poudre. Les commentaires ont afflué. Il ne veut que l'argent. C'est dégoûtant et irrespectueux envers une femme plus âgée. Rachel, réveille-toi. C'est un contrôleur. Rachel a lu, les yeux embués. Maman, je n'avais jamais réalisé que la vérité pouvait être si puissante. Mais Cédric n'allait pas abandonner. Le lendemain matin, il a posté une vidéo, la voix tremblante comme si le monde entier s'était retourné contre lui. Il a dit « J'aime vraiment Rachel, mais sa mère a transformé cela en une affaire d'argent. J'ai demandé Rachel en mariage, pas le portefeuille de Madame Lambert. » Les étrangers qui ne savaient pas tout auraient pu le croire, mais j'étais prête. Ce soir-là, j'ai publié la dernière pièce à conviction, un clip audio que j'avais enregistré lors d'un dîner quelques semaines auparavant. Dedans, Cédric disait nonchalamment « Rachel, laisse juste ta mère. » Signé. On a besoin de l'argent. Ce n'est pas comme si on demandait à une inconnue. Si elle veut des places au premier rang, considère ça comme l'achat d'un billet. J'ai écrit « C'est ainsi que l'amour se transforme en commerce. Je n'ai besoin de la pitié de personne. J'ai juste besoin que la vérité soit vue. » Cette fois, il n'avait nulle part où se cacher. Les commentaires ont explosé. Ses propres mots le démasquent. Cette mère n'a rien détruit. Elle a tout exposé. Rachel, sois reconnaissante d'être partie à temps. Rachel était assise à côté de moi, les mains tremblantes en faisant défiler les messages. Puis elle s'est tournée et m'a serré fort dans ses bras. Maman, je l'ai laissé construire un mur entre nous pendant trop longtemps. Maintenant je vois que tu n'es pas seulement mon filet de sécurité.
Tu es la seule qui a osé se battre pour moi. Je lui ai tapoté le dos. Non, Rachel, c'est toi qui as pris la décision. Si tu n'avais pas dit stop hier soir, toutes mes preuves ne t'auraient pas sauvée. Après 3 jours, le vent a tourné. Cédric a essayé quelques publications de plus, mais chacune a été démolie par la communauté. Un inconnu m'a envoyé un message. Madame Lambert, je suis sortie avec Cédric avant. Il m'a contrôlée et m'a fait couper les ponts avec ma famille. Quand j'ai vu votre histoire, j'ai su que je n'étais pas seule. J'ai répondu, merci pour votre courage. La vérité a besoin de voix comme la vôtre. Et comme je m'y attendais, 2, puis 3 autres femmes se sont manifestées avec le même schéma. Isolement, contrôle, irrespect. Le masque de Cédric était tombé. Dans la chambre d'hôtel, Rachel et moi regardions le fil d'actualité défiler à l'écran. Elle a murmuré, « Maman, j'avais peur au début, mais maintenant je comprends. » Le silence est l'arme la plus dangereuse des cruels. Je suis restée silencieuse trop longtemps. J'ai souri, plus légèrement que je ne l'avais fait depuis des lustres. Tu as appris la chose la plus importante. Ta propre voix. Cette nuit-là, j'ai écrit une dernière publication. Je ne me bats pas pour vaincre Cédric. Je me bats pour récupérer ma fille. Et pour rappeler à chaque femme, l'amour ne doit jamais venir avec des menaces ou des conditions. Le bonheur n'a pas besoin d'un public, et il n'a certainement pas besoin d'un reçu. La publication a attiré des dizaines de milliers de partages, mais ce qui m'a le plus ému, ce n'était pas le nombre. C'étaient les messages privés d'inconnus. Merci. Votre histoire m'a aidé à quitter une relation toxique. Rachel lisait avec moi, des larmes tombant sur le clavier. Maman, je ne suis pas seulement libre. J'ai l'impression que je peux aider les autres. Quand j'ai fermé l'ordinateur portable, la pièce est devenue silencieuse. J'ai écouté la respiration régulière de Rachel, plus paisible que depuis des jours. Dehors, le champ de bataille en ligne était encore bruyant. Mais dans mon cœur, un calme rare était revenu. Je savais que le combat n'était pas entièrement terminé, mais nous avions franchi l'étape la plus importante. Nous avions reconquis la vérité, nos voix et nous-mêmes. Lorsque 2 des ex-petites amies de Cédric ont rendu public le fait d'avoir été isolées de leur famille, les réseaux sociaux ont semblé exploser. Des pièces qui semblaient autrefois dispersées se sont assemblées pour former une image claire. Cédric n'était pas une victime. C'était un récidiviste avec le même mode opératoire. J'ai lu chaque témoignage, en colère pour elle et le cœur serré. Je savais combien de courage il faut pour montrer de vieilles blessures à une foule. De ces témoignages, une vague inattendue s'est propagée. Les gens ont commencé à utiliser un hashtag simple et puissant. Hashtag mettre des limites. Au début, seules quelques femmes plus âgées l'ont utilisé pour parler de beaux-fils insensibles ou de filles distantes. Mais en une seule nuit, c'est devenu un mouvement. Des mères, des jeunes femmes, même des hommes qui avaient été contre les dents. Leurs mariages se sont joints à nous. La section des commentaires sous ma publication s'est transformée en une sorte de forum. Certains racontaient, d'autres écoutaient, d'autres comprenaient. Une jeune femme a écrit « Madame Lambert, grâce à votre histoire, j'ai réalisé que mon petit ami me pousse à couper les ponts avec ma mère. Je ne serai plus silencieuse. » Une autre mère a laissé une ligne tremblante. « Mon fils m'a un jour traité de fardeau. En lisant votre publication, je vois que je ne suis pas la seule. » Je regardais le flot, non pas avec une joie triomphante, mais avec une profonde tristesse. Chaque commentaire, chaque hashtag était la cicatrice de quelqu'un. Le monde est grand, et pourtant tant de cœurs sont liés par le même genre de cage. Je savais que les vagues publiques étaient à double tranchant. D'une part, elles protègent la vérité. D'autre part, elles peuvent tout transformer en un bruit sans fin. Je ne voulais pas que notre histoire devienne un appât à clics. Alors, le lendemain matin, j'ai appelé Charlotte, une avocate en milieu de carrière que je connaissais depuis des années. Charlotte est connue pour son calme. J'ai tout résumé et elle a accepté sur le champ. Laissez-moi agir en tant que votre contact médiatique, Evelyne. Vous n'avez pas à discuter avec qui que ce soit. Laissez les preuves parler. À partir de ce jour, j'ai arrêté de répondre directement aux commentaires. Chaque fois que Cédric lançait une nouvelle accusation, Charlotte publiait exactement une photo ou un fichier en réponse. Pas de commentaires, pas de mots durs. Cette position a rendu les gens plus confiants. Quelqu'un d'honnête n'a pas besoin de se mettre en scène. Pendant ce temps, Cédric a commencé à perdre pied. Il ne supportait pas d'être mis sur la touche. Ses publications sont devenues plus frénétiques, sont-on passant de la supplication à la méchanceté. Une fois, il a même tapé « Rachel n'est rien sans moi ». Madame Lambert a ruiné la vie de sa fille. Mais au lieu de susciter la sympathie, il n'a fait que montrer sa vraie nature.
Les gens ont capturé cette phrase et l'ont partagée partout avec des légendes comme « Est-ce à cela que ressemble l'amour ?» Un homme qui parle de sa fiancée comme ça est terrifiant. Rachel l'a vu, le visage exsangue. Elle a dit en tremblant « Maman, je n'arrive pas à croire qu'il ait pu écrire ça. » J'ai juste soupiré. Quand les gens perdent le contrôle, leur vrai moi se montre. Traite cela comme une preuve, pas comme une blessure. Pour éviter de se laisser entraîner, Charlotte a conseillé à Rachel de bloquer tout contact personnel avec Cédric, et Rachel l'a fait sans l'ancienne hésitation. Le numéro de Cédric est allé directement sur la liste de blocage. Les textos hurlants ont cessé de s'accumuler sur le téléphone de Rachel. Désormais, toute communication, s'il y en avait, passerait par l'email officiel du cabinet d'avocats. Cela n'a pas seulement protégé Rachel des rages soudaines de Cédric, mais a placé toute l'affaire sur un terrain juridique clair. J'ai vu les épaules de ma fille s'alléger, comme si elle avait laissé tomber un sac de pierres. Un soir tranquille, alors que nous étions assises dans la chambre d'hôtel, Rachel a soudainement demandé « Maman, est-ce qu'on est en train de gagner ?» Je l'ai regardée longuement, puis j'ai répondu lentement « Ma chérie, ne pense pas en termes de victoire et de défaite. Notre but n'est pas de faire perdre Cédric. C'est de faire éclater la vérité. Tu n'as pas besoin de bruit. Tu n'as besoin que de la vérité. » J'ai vu les yeux de Rachel s'illuminer. Elle a hoché la tête et a murmuré « C'est vrai. Le bonheur n'a pas besoin d'un public, et la vérité n'a pas besoin de crier. » J'ai su cette nuit-là que ma fille avait fait un grand pas sur le chemin du retour vers elle-même. À partir de ce jour, je n'ai presque plus eu besoin d'intervenir directement. La vague hashtag mettre des limites a continué de se propager, mais au lieu du chaos, c'est devenu un endroit où de nombreuses personnes ont trouvé du courage. Charlotte a géré chaque attaque publique. Rachel a appris à se taire avant de répondre. Plus de précipitation. Quant à moi, pour la première fois depuis des mois, je pouvais siroter un thé sans que mon cœur ne s'emballe. Le combat n'était pas terminé, mais l'équilibre avait basculé. Non pas à cause du bruit, mais parce que, pièce par pièce, de petites vérités s'agençaient pour former une image complète. Le lendemain matin, je me suis assise avec Charlotte Royer dans son bureau d'avocat lumineux. Des piles de dossiers épais étaient soigneusement disposées sur la table. Un stylo plume bleue reposait devant moi, sa plume brillant sous les lumières du plafond. L'odeur de papier frais et de toner flottait dans l'air, se mêlant au café que Charlotte venait de verser. Ce n'était pas seulement une procédure légale. C'était un tournant pour ma vie et celle de Rachel. Charlotte parlait lentement, chaque mot clair. « Evelyne, vous avez bien réfléchi. Une fois que vous aurez signé, cela deviendra un testament légal avec des termes contraignants. » J'ai hoché la tête, en paix. J'attends ce moment depuis longtemps. Page par page, j'ai signé sans que ma main ne tremble. Le Nouveau Testament ne concernait pas seulement la division des biens. C'était le message que je laissais derrière moi. Personne n'est autorisé à utiliser mon argent pour acheter l'approbation d'un homme. Cette condition est inscrite dans la fiducie de Rachel. Les fonds ne seront débloqués que pour l'éducation, les investissements ou les choix qui construisent une vie indépendante. Absolument pas pour s'accrocher à l'amour ou l'acheter. J'ai également mis de côté un montant spécifique pour payer les fournisseurs liés au mariage annulé. Ils n'ont rien fait de mal, et je ne veux pas que quiconque perde son travail à cause de la cupidité de Cédric. Le reste, je l'ai placé dans un nouveau fonds de bourse d'études. Je lui ai donné un nom simple et significatif, limite. Il soutiendra les jeunes femmes qui osent fixer des limites en amour et dans la vie. Charlotte a souri, les yeux pleins de respect. Vous n'avez pas seulement réécrit un testament, Evelyne. Vous réécrivez la façon dont les gens pensent à la maternité et à la liberté. J'ai souri en retour. Je veux juste que Rachel et d'autres filles sachent que la gentillesse a besoin d'une clôture. Cet après-midi-là, j'ai appelé Marc-Antoine Rousseau, un vieil ami d'un club de lecture que j'avais rejoint autrefois. Pendant des années, Marc-Antoine me rappelait « Evelyne, garde une limite autour de ta gentillesse ou les gens construiront une maison dessus. » Je n'ai jamais oublié cette phrase. Je l'avais simplement écartée, pensant que l'amour n'avait pas besoin de conditions. Maintenant, je comprenais qu'il avait raison. 1 heure plus tard, Marc-Antoine est arrivé à l'hôtel avec un bouquet de marguerites blanches. Il est entré dans le hall, calme et doux. Quand il a vu Rachel, il a fait un signe de tête approprié. « Enchanté de vous rencontrer, Rachel. » Ma fille avait l'air un peu décontenancée, mais j'ai surpris une lueur de soulagement dans ses yeux. Pas de poignée de main possessive, pas de sourire forcé, juste du respect. Regarder cette scène m'a apaisée. Pendant des années, j'avais laissé les autres s'interposer entre moi et ma fille. Cédric en était le parfait exemple, essayant toujours de m'effacer du tableau. À partir de ce moment, je me suis fait une promesse.
Personne ne se mettra entre moi et Rachel. C'est la première règle que j'ai reconstruite dans ma vie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai passé du temps à enseigner à Rachel les petites choses essentielles. Je me suis assise avec elle et je lui ai montré comment gérer ses comptes bancaires, expliquant chaque ligne des relevés. Je lui ai donné un exemple de contrat et l'ai lu avec elle clause par clause, en m'arrêtant sur les pièges habituels. Lis lentement, et quand ton cœur commence à s'emballer, arrête-toi, respire et demande-toi, est-ce que je signe pour moi ou pour ma peur? Rachel écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. La confusion constante dans ses yeux avait disparu. Ce que je voyais, c'était quelqu'un qui apprenait à prendre le volant de sa vie. Nous nous sommes également entraînés à dire non. J'ai organisé de petits jeux de rôle. Je faisais semblant d'être Cédric, offrant quelque chose de suave. Rachel a pris une profonde inspiration et a répondu fermement, « Non, cela ne correspond pas à ce que je veux. » J'ai hoché la tête. Tu vois, tu as dit non, tu es resté calme et tu as gardé ton respect de toi-même. Le soir, nous avons ouvert de vieux albums photos, chaque image comme une porte vers le passé. Il y en avait une de Rachel au parc tenant une glace, souriant largement, une autre de son 16e anniversaire, serrant un petit cadeau que j'avais économisé pendant un mois entier. Je n'avais pas vu ce sourire dans la vraie vie depuis longtemps. Mais ce soir, quand elle a ri de sa vieille coupe de cheveux maladroite, j'ai su que ce sourire revenait. J'ai dit doucement. Tu vois, nous avons eu des jours où l'amour n'était qu'une étreinte et un sourire. Pas de contrat, pas de reçu, pas Dieu jugeur. Rachel s'est appuyée sur mon épaule et a murmuré, « Maman, j'avais oublié ce que ça faisait, mais maintenant je veux le retrouver. » Avant de dormir, j'ai envoyé un court texto à Rachel, une phrase que je voulais graver dans son cœur. L'indépendance, ce n'est pas se séparer de sa mère. C'est se tenir forte à ses côtés sans s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Quand elle l'a lu, elle a levé les yeux, humide, mais avec un regard stable. Elle a hoché la tête et a souri faiblement. Je savais que la fille qui laissait autrefois quelqu'un d'autre tenir les rênes commençait à trouver son équilibre, et pour moi, c'était la vraie victoire. La réaction contre Cédric semblait devoir suffire à le faire taire, mais je sais que les gens ne changent pas du jour au lendemain. Effectivement, quelques jours plus tard, il est réapparu en ligne, jouant la misérable victime. Il a posté une courte vidéo, la voix étranglée, affirmant qu'il avait été saboté par une future belle-mère égoïste, disant qu'il voulait juste une famille heureuse, mais que cette vieille femme égoïste ne le permettait pas. J'étais à la fois amusée et pleine de pitié. Le coup de la victime n'était pas nouveau, mais il est dangereux. Il peut influencer ceux qui ne connaissent pas toute la vérité. Charlotte n'a pas hésité. Le même jour, elle a rédigé une mise en demeure formelle avec signature et certification, envoyée directement à Cédric et à la plateforme où il avait posté. Le message était on ne peut plus clair, retirer tout contenu diffamatoire et publier des excuses publiques. Charlotte me l'a lu avant de l'envoyer, sa voix égale et ferme. Nous avons des preuves concrètes et horodatées. Si M. Cédric ne s'exécute pas, nous intenterons une action civile pour diffamation. Je suis restée assise tranquillement, me sentant plus légère. Ce n'était plus un combat émotionnel. La loi intervenait. Pour renforcer la vérité, au même moment, 2 autres ex de Cédric ont partagé leurs expériences. Leurs histoires suivaient presque le même schéma, doux au début, puis contrôle, isolement et dépendance financière. L'une a écrit sans détour, « Si je n'avais pas lu l'histoire d'Evelyne et Rachel, j'aurais pensé que c'était juste moi. » Les réseaux sociaux ont assemblé les pièces éparses en un tout, révélant le vrai visage de Cédric. Cela ne s'est pas arrêté là. L'employeur de Cédric, une agence de publicité et d'événements, a contacté directement Charlotte pour vérifier les affirmations. Je me souviens exactement du moment où Charlotte me l'a dit. Elle a demandé, « Voulez-vous que je fournisse toutes les preuves ?» Je me suis assise un moment, puis j'ai dit, « Envoyez ce qui est nécessaire. Je ne veux pas qu'il le punisse. Je veux juste qu'il apprenne les limites. » Cela semblait calme, mais honnêtement, je souhaitais seulement qu'il arrête de ruiner d'autres vies. Les résultats sont arrivés rapidement. Cédric a été suspendu cette semaine-là. 2 semaines plus tard, il a officiellement quitté son emploi avec une réputation irréparable. Je l'ai appris par Charlotte. Pas de jubilation, pas de regret. Pour moi, c'était simplement la conséquence naturelle de ses actions. Mais Cédric n'allait pas abandonner. Il a essayé de prendre contact par des canaux détournés, a même envoyé des lettres manuscrites. Le message était toujours le même, pousser à la réconciliation et laisser entrevoir un accord. Si Rachel et moi retirions les publications, il laisserait tomber. Charlotte a juste esquissé un sourire froid et a renvoyé l'intégralité du dossier de preuves notariées et horodatées. Elle a ajouté une ligne. Il n'y a rien à négocier. Cette fois, Cédric s'est tu.
Ce qui m'a le plus ému, ce n'était pas sa chute. C'était la façon dont Rachel a géré la situation. Pour la première fois, elle s'est assise à la table, a ouvert son ordinateur portable et a écrit un long email à Cédric. Je me suis assise derrière elle, sans intervenir, juste en regardant. Elle a écrit simplement « Je mets formellement fin à toute relation avec toi, personnelle et légale. Ne me contacte plus. Toute action ultérieure passera par mon avocate. » Son ton n'a pas tremblé, n'a pas supplié. C'était concis et clair. J'ai regardé ma fille, fière et les larmes aux yeux. Pendant des années, j'avais parlé et je m'étais battue pour elle. Maintenant, elle écrivait sa propre déclaration. Je n'ai pas changé un mot, j'ai juste posé une main sur son épaule. « Tu as très bien fait, » ai-je dit. « Je suis là, mais tu t'es tenue droite. » Rachel a levé les yeux, plus stable que jamais. Après cet email, il y a eu le silence. Plus d'appels en rafale. Plus de menaces. Au début, le vide semblait lourd, comme une grande pièce dont tous les sons auraient été aspirés. Mais jour après jour, nous avons réalisé que ce silence était un cadeau. Tout devenait plus léger, comme une brise à travers une fenêtre ouverte. La ville est passée à autre chose aussi. Les gens sont curieux, mais la vie continue. Ils parlaient de la foire d'automne, de l'équipe locale, du prix de l'essence, et Rachel et moi, nous avons tourné la page. Un matin, j'ai retrouvé Marc-Antoine dans un petit café au bord du lac, un endroit où je m'étais rarement attardée auparavant car mon esprit était trop lourd. Marc-Antoine est arrivé, calme comme toujours, et a posé un cappuccino devant moi. J'ai regardé la lumière du soleil sur l'eau, puis je me suis retournée et j'ai dit, lentement mais sûrement. Je suis fatiguée, Marc-Antoine, mais je suis libre. Il a souri, n'a rien dit de plus, a juste hoché doucement la tête. À ce moment-là, j'ai senti que mes mots étaient pour lui, pour moi, et pour tous ceux qui se sont déjà perdus dans une relation toxique. J'étais fatiguée, mais j'étais libre. Et la liberté, après tout, vaut plus que n'importe quel mariage, n'importe quel regard, n'importe quel éloge ou blâme dans le monde. 6 mois s'étaient écoulés depuis que tout s'était calmé, et j'ai réalisé que le temps a un pouvoir de guérison qu'aucun médicament ne peut égaler. Rachel a lentement reconstruit sa vie, une brique petite mais solide à la fois. Elle a trouvé un emploi dans une entreprise de design d'intérieur où ses collègues appréciaient sa créativité plus que son apparence ou ses relations. Je me souviens des soirées tardives où mon téléphone sonnait. Le texto n'était qu'une ligne « Maman, as-tu dîné ?» Mais pour moi, c'était une promesse silencieuse que ma fille réapprenait à prendre soin. Des autres. Chaque ligne, aussi courte soit-elle, ressemblait à un battement de cœur régulier, me rappelant que la distance entre nous se réduisait. Rachel a également commencé à s'ouvrir. Elle a dit qu'il y avait un nouveau collègue, un homme simple et sans chichi. Avant de l'inviter ou que ce soit, il posait toujours une petite question. « Comment va ta mère ?» Cela peut paraître ordinaire, mais pour moi, cette question comptait plus que n'importe quel bouquet ou cadeau. Seul quelqu'un qui est vraiment attentif se souvient que l'amour, ce n'est pas seulement 2 personnes. Ce sont les mondes de l'un et de l'autre. J'ai vu les yeux de Rachel quand elle l'a mentionné, brillants et calmes. Si différents du regard anxieux qu'elle avait à côté de Cédric. Quant à moi, je me suis aussi donné une chance. Le week-end, j'ai accepté les invitations de Marc-Antoine à faire des pique-niques. Il apportait un vieil appareil photo, et chaque fois que nous trouvions une parcelle de bonne lumière du soleil dans les pins, Marc-Antoine me donnait toujours la meilleure place. Il ajustait patiemment l'objectif, s'assurant que la lumière tombait juste comme il fallait sur mon visage. Pas de paroles douces, pas de vœux. Ces petites actions m'en disaient assez. Le véritable amour est généralement silencieux. Pas besoin de prouver, pas besoin de public. Un soir, Rachel a dit qu'elle voulait rencontrer Marc-Antoine. J'ai hésité, inquiète de l'écart des générations, inquiète que la vieille douleur puisse encore la hanter. Mais cette soirée ne ressemblait en rien à mes craintes. Nous nous sommes assis dans une cuisine chaleureuse, la douce lumière jaune comme une cheminée après une tempête. Rachel a versé du thé à Marc-Antoine. Il a partagé quelques souvenirs de notre club de lecture, sa voix calme. Rachel a écouté attentivement. Pas de gêne, juste du calme et de la paix. Alors que nous débarrassions la table, Rachel s'est soudainement tournée vers moi, sa voix larmoyante mais ferme. « Je comprends maintenant, maman. L'amour, c'est ajouter quelqu'un à ses côtés, pas soustraire sa famille. » Je suis restée immobile quelques secondes, puis j'ai ri à travers mes larmes, et l'amour ne demande jamais de reçu. Nous avons ri tous les 3. Le son n'était pas lourd ou brisé. Il s'est répandu comme de la musique, touchant chaque coin de la pièce. Dans les jours qui ont suivi, ma fille et moi nous sommes concentrés sur la finalisation du fond limite.
Nous avons organisé de petites réunions et invité des personnes ayant une expérience vécue à partager comment elles avaient surmonté le contrôle et l'abus émotionnel. J'ai regardé Rachel prendre des notes attentivement, comme si elle apprenait non seulement pour elle-même, mais pour le transmettre. Nous avons également lancé un cours de finance de base pour les jeunes femmes. Comment lire les contrats, ouvrir leur propre compte, définir des mots de passe bancaires. L'image qui me reste est celle de Rachel assise à côté d'une fille de moins de 20 ans, lui expliquant patiemment chaque étape sur un écran de téléphone. Rappelle-toi, ce mot de passe est le tien. Ne le partage pas avec un petit ami. Ne laisse personne le contrôler. Je me tenais à distance, mon cœur soudainement plus léger. Je pouvais me sentir vieillir, et je me sentais heureuse. Ma fille n'avait pas seulement été libérée. Elle était devenue quelqu'un qui pouvait passer le flambeau à la génération suivante. Sur la petite table qui se trouvait autrefois dans la chambre d'hôtel, maintenant de retour chez moi, une chose repose toujours. Le voile de mariée de ma mère. Je l'ai fait nettoyer, plier soigneusement, et placer dans une boîte en verre. Il est là, n'étant plus quelque chose à brandir pour acheter une place à un mauvais mariage. Il est immobile, une promesse pour le jour où la bonne personne et le bon amour arriveront et où Rachel le portera. Et cette fois-là, je serai là non pas comme une étrangère mais comme la racine. Irremplaçable de sa vie. J'ai regardé le voile et j'ai souri. Le passé était orageux. Le présent est calme et l'avenir est grand ouvert. Nous avons réappris à aimer. Aimer sans nous perdre. Aimer sans contrôle. Aimer sans preuve. C'est peut-être la leçon la plus importante qu'une vie de mère peut transmettre à une fille. Par un matin d'automne frais, je suis retournée sur la petite plage où Rachel et moi avions l'habitude de nous promener. Le sable était toujours doux. Les vagues murmuraient encore contre le rivage comme il y a des années. Seul mon cœur avait changé. C'est ici que j'avais autrefois rêvé d'un petit mariage. Juste la famille vraiment proche. Rien de compliqué ou de tapax en grave-l'œil. Je suis revenue non pas pour planifier quoi que ce soit mais pour m'asseoir, expirer et écrire quelques lignes pour moi-même. J'ai ouvert mon carnet en cuir usé à une page blanche. Ma main a légèrement tremblé, mais a écrit fermement « Les limites ne ruinent pas l'amour. Les limites le protègent. » Il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre que l'amour ne signifie pas laisser les gens vous marcher dessus. L'amour ne signifie pas serrer les dents face à la douleur et mesurer sa valeur par le sacrifice. L'amour n'est complet que lorsqu'il a des limites, comme le rivage qui retient les vagues, les empêchant de tout emporter. J'ai regardé les crêtes blanches et j'ai pensé au chemin parcouru. Je ne regrette pas d'avoir conduit 1400 kilomètres à travers la nuit avec le voile de ma mère pour Rachel. Je ne regrette pas d'avoir gelé 58 000 € et d'avoir fait face à des dizaines d'appels menaçants. Je ne regrette qu'une chose, c'est d'avoir appris à dire non trop tard. Si j'avais été courageuse un peu plus tôt, peut-être aurais-je pu épargner à Rachel une partie de sa douleur. Puis je me suis rappelé que la vie ne nous permet pas de marcher à reculons, seulement vers l'avant. Avancer signifie être reconnaissante, même pour les leçons qui arrivent tard. Rachel est apparue derrière moi et a passé un bras sur mon épaule. La chaleur de sa main a rendu la brise marine plus douce. Elle a murmuré comme si elle parlait avec les vagues. Tu m'as sauvée d'une vie passée à devoir me prouver. Je me suis retournée et je n'ai vu plus aucun tremblement dans ses yeux, seulement de la certitude. J'ai souri et j'ai répondu, tu t'es sauvée toi-même, Rachel. J'ai juste allumé la lumière. Je voulais qu'elle sache que la vraie force, ce n'est pas l'argent ou les mesures que j'ai prises pour elle. C'est le courage qu'elle a trouvé en elle. Le vent s'est levé, l'air salin me piquant les yeux. Je suis restée assise là, pensant aux autres mères de ce monde. Combien se tiennent sur le porche de leur propre vie, laissant leurs enfants, leurs maris et des étrangers décider pour elles. Combien sont restées silencieuses par peur, croyant que le sacrifice est obligatoire. J'aimerais qu'elles puissent entendre ceci. Si vous avez besoin d'un signe pour vous tourner vers l'intérieur et revenir au centre de votre propre foyer, le voici. Je sais que je ne suis pas seule dans ce voyage. Et je le sais grâce à vous, ceux qui sont restés avec moi tout au long de cette histoire. Chaque vue et chaque commentaire chaleureux est comme une main tenant la mienne et celle de Rachel, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. Dites-moi, d'où écoutez-vous ? Je veux imaginer les rues et les maisons où ma voix parvient. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires. Quelle limite vous a un jour sauvé de quelque chose ? Vos mots pourraient être l'interrupteur pour quelqu'un de perdu. Je chéris chaque seconde que vous m'avez donnée. Merci d'être ici, d'écouter, et de restaurer ma foi que la voix d'une femme de plus de 70 ans peut encore émouvoir les gens. À bientôt dans la prochaine histoire, où nous continuerons d'apprendre à aimer sans nous perdre. Et rappelez-vous que parfois, les limites sont le plus grand cadeau que nous puissions nous faire à nous-mêmes et à ceux que nous aimons.